Donc, je vais parler aujourd'hui des rétrospectives des 20 ans du RESP. Le RESP, donc ce réseau d'épidémiosurveillance, a fêté ses 20 ans en novembre dernier. Et on va passer un petit peu en revue donc l'historique, mais aussi l'actualité et les perspectives. Donc, tout d'abord, le plan de cette présentation va être le début de l'épidémiosurveillance, donc jusqu'à la création du RESP. Le RESP en 2019, donc 2019 et pas 2020 puisque les 20 ans ont été fêtés en 2019. Et ensuite, ce que ça représente comme enjeu de surveillance des maladies équines et les outils disponibles pour y participer. Le début de l'épidémiosurveillance jusqu'à la création du RESP. Donc, il y a un certain nombre d'événements qui ont fait avancer la surveillance des maladies équines, et notamment l'arrivée, en tout cas la survenue d'un certain nombre de crises avec des maladies infectieuses, qui étaient des maladies entre guillemets banales, pas surveillées forcément par l'État, et donc pour lesquelles il y avait une nécessité de surveillance. Il y a eu une première crise sanitaire donc en 1992, de mai à décembre 92 en Normandie et dans les Pays de Loire. Il y a eu un certain nombre de cas d'encéphalose hépatique équine avec des chevaux qui étaient atteints de troubles nerveux sévères et il y a eu plus de 200 chevaux morts. Et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un manque d'informations disponibles en temps réel et une impossibilité de centraliser les flux d'informations, c'est-à-dire qu'en fait on avait des informations mais qui partaient un peu dans tous les sens et surtout on n'arrivait pas à avoir des informations euh, qui soient compilées, on va dire, et qui permettent d'avancer sur ces différents foyers. Donc cette crise a révélé un certain nombre de besoins, notamment des besoins d'information sur la fréquence, la localisation et la diffusion des maladies équines sur le territoire en temps réel, c'est-à-dire ne plus arriver après le train, entre guillemets, et vraiment arriver à réagir au moment où il y a des problèmes qui arrivent, et aussi les besoins d'avoir un réel réseau de compétences vétérinaires. Tout ça, bien sûr, en complément de l'État qui va, lui, se concentrer sur les maladies réglementées. Mais encore une fois, il y a des maladies, on l'a vu encore récemment avec des épidémies de grippe et des épidémies de rhinopneumonie, notamment donc, pour la grippe en 2019 et pour la rhinopneumonie en 2018. Ce sont des maladies qui ne sont pas réglementées et pour lesquelles, effectivement, l'État n'intervient pas et le reste a vraiment toute son utilité. Donc en 99, suite à tous ces événements, il y a eu la création du RESP qui s'est créé avec l'aide de l'Association des vétérinaires équins français, donc l'AVEF, mais aussi l'AFSA, donc l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et puis le Labéo Franck d'Incombe et le département du Calvados. Donc création du RESP et qui était donc une structure capable de répondre aux questionnements des vétérinaires sur la circulation des maladies équines sur le territoire national et également bien sûr aux problématiques sanitaires de la filière française. Il y a eu une nouvelle crise en juin 2007 qui a été une crise due à l'artérite virale. C'est une infection donc, qui est due à un virus qui est contagieuse et qui va donner un état pseudo-grippal, donc avec des chevaux qui ont de la température, mais également des avortements ou des naissances de poulains qui sont affaiblis. Et donc il y a eu des cas d'avortement très nombreux chez des juments saillies par un étalon qui était contaminé et il y a eu à ce moment-là plus de 200 cas sur 30 foyers qui étaient répartis en Normandie. Donc, par rapport à tout ça, le rôle du RESP, c'est quoi? C'est la déclaration, enfin, dans cette crise de maladie, enfin, d'artérite virale, la déclaration du premier cas a été faite par un vétérinaire sentinelle. Donc, un vétérinaire sentinelle, c'est quoi? C'est un vétérinaire traitant qui est sur le terrain et qui est simplement un vétérinaire qui a contacté le RESP en disant je souhaite être vétérinaire sentinelle. Il n'y a absolument rien à payer, c'est juste un acte volontaire. L'identification et l'analyse de la souche ont été faites par les échantillons qui ont été envoyés au RESP et donc par le Labéo Franck d'Incombe. Et il y a eu une réalisation d'une enquête épidémiologique basée sur des données fiables, fournies en temps réel, et toute la filière équine a été mobilisée avec pour la première fois en France des manifestations équestres qui ont été annulées à cause de cette crise sanitaire. Suite à cette crise, il a été reconnu par tous le rôle central dans cette crise et enfin, son rôle central et donc le reste a changé de statut juridique.
C'est devenu alors une association avec un réseau indépendant de veille et d'alerte en pathologie équine. Donc les exemples de crises sanitaires suivies par le RESP, en 2007, donc on a effectivement cette crise d'artérite virale en été. En 2009, il y a eu une crise de grippe équine. En 2010, il y a eu une création du protocole de cellule de crise, qui est une cellule qui se met en place quand il y a vraiment, on va dire, quand les choses prennent des proportions trop importantes, et qui fait intervenir à la fois des vétérinaires, à la fois des chercheurs et des experts, mais également un certain nombre de personnes qui sont qui représentent les différentes institutions, notamment par exemple France Gallo, le TRO, mais également la Fédération française d'équitation, la Société hippique française, etc., etc. Et ces cellules de crise permettent donc de se concerter tous ensemble et surtout d'avoir un discours commun et d'avoir une communication commune quand il y a des situations de crise. En avril 2011, suite à cette création de protocole de cellules de crise, il y a eu un exercice de crise. En 2011, il y a eu à nouveau une crise d'artérite virale. En 2012, il y a eu une crise de grippe équine qui notamment a touché le concours, le CSI 5 étoiles de la Baule, et qui était quelques mois avant les Jeux Olympiques à Londres, donc qui était avec des enjeux très importants. En 2016, la crise de pyroplasmose au Japon, avec un blocage des exports des chevaux de trait vers le Japon. En 2018, la crise de rhinopneumonie, avec des problèmes d'herpès virus de type 1 et 4, donc des signes à la fois respiratoires, mais également d'avortement et des signes neurologiques, avec là aussi des chevaux qui sont morts. Et puis, à partir de décembre 2018 et au début de l'année 2019, la crise de la grippe équine à nouveau. Donc les crises sanitaires vont être gérées par la cellule de crise du RESP dont j'ai parlé précédemment, avec le fonctionnement qui est le suivant. Donc c'est-à-dire qu'à T0, on a une situation épidémiologique anormale. À 24 heures, on va prendre une décision d'un groupe leader. Et puis, il y a un déclenchement de la cellule de crise 12 à 24 heures plus tard, une réunion téléphonique au bout de 2 heures, et ensuite une proposition de mesure avec un compte-rendu des rédactions, transmissions, des communiqués de presse qui sont 24 à 48 heures plus tard. Et ce qui est très important, encore une fois, c'est qu'il y ait une même communication de la part à la fois des professionnels, des vétérinaires, des chercheurs, etc. Et puis, dans les 2 à 3 jours, il y a une mise en place de mesures, et puis on va répéter avec un suivi des réunions jusqu'à ce qu'il y ait une fin de crise. Et après cette fin de crise, il y a un débriefing qui permet de comprendre, notamment de se poser des questions de pourquoi cette crise est arrivée, comment on aurait pu la gérer éventuellement mieux, et qu'est-ce qu'on a fait de bien et de moins bien. Aujourd'hui, où en est le RESP donc en 2019, c'est le premier réseau de surveillance des maladies équines en Europe, et on est très envié par tous les pays européens qui nous entourent et également dans le monde. Le RESP est impliqué dans de nombreuses crises sanitaires et de cellules de crise et travaille donc en complément de l'État, qui va concentrer ses missions sur les maladies réglementées, et le RESP assure la surveillance de l'ensemble des affections équines. Au cœur du réseau de surveillance, aujourd'hui, en 2019, il y a plus de 850 vétérinaires sentinelles en France, qu'on appelle des VS. Donc ça signifie que la France, toute la France est couverte avec des vétérinaires sentinelles, et il n'y a pas une région ou un endroit qui peut échapper justement à cette vigilance et à cette surveillance. Ce sont des vétérinaires praticiens bénévoles qui travaillent dans ce cadre-là en collaboration avec le RESP, et ils permettent de collecter des informations sanitaires pour le RESP. Quand un vétérinaire sanitaire va faire une déclaration, on a le vétérinaire sentinelle qui va pouvoir faire un examen clinique sur l'animal, faire des examens complémentaires, donc des prélèvements qui vont arriver au laboratoire. Les laboratoires vont envoyer les résultats au RESP, et le vétérinaire sentinelle, parallèlement donc à cet examen clinique et à ces prélèvements, a pu donc déclarer le cheval au RESP, soit via son ordinateur, soit maintenant via un smartphone directement sur le terrain. La seule chose dont il a besoin, c'est du numéro CIR du cheval qui va, parce que la base de déclaration du RESP est reliée à la base CIR et permet donc l'identification immédiate du cheval. Et donc dans ces cas-là, on a ensuite une communication avec des alertes du RESP
qui va permettre de donner une cartographie et de voir ce qui se passe donc au niveau du territoire français. Si c'est nécessaire, une cellule de crise sera activée. Si on prend l'exemple de ce qui s'est passé pour la rhinopneumonie en 2018, il y a eu plusieurs alertes à vigilance donc, au mois de mars et au mois d'avril, et la cellule de crise a été activée fin avril. Il y a d'autres sources de surveillance des maladies, bien sûr, la DGAL, l'OIE et un certain nombre d'autres organismes qui vont permettre de compléter également la surveillance du RESP. Et puis vous, bien sûr, puisque tout le monde peut surveiller les maladies, enfin la survenue de maladies infectieuses et d'autres maladies. C'est le cas, il y a un outil du RESP qui s'appelle Vigiresp qui permet donc de donner une alerte quand un cheval, par exemple, a de la température, quand un cheval a du jetage de façon anormale, etc., etc., et qui va permettre donc d'alerter le réseau et donc d'alerter éventuellement un vétérinaire sentinelle qui va être à proximité de l'endroit de l'alerte et qui va pouvoir aller notamment faire cet examen clinique et des prélèvements si c'est nécessaire. Lorsqu'un cas est confirmé, il y a une diffusion à un large public, donc notamment bien sûr aux vétérinaires sentinelles, mais également aux autorités sanitaires, aux professionnels, aux propriétaires de chevaux qui vont pouvoir donc suivre en temps réel ce qui se passe. Et il y a une sélection par un département d'intérêt, c'est-à-dire qu'en fait il y a un anonymat qui est préservé et on ne donne jamais le lieu exact d'où vient l'animal, mais par contre on va donner un département, donc pour savoir d'où ça vient, et une diffusion donc de bilan de situation en expliquant par exemple s'il y a eu un foyer à un certain endroit avec par exemple un problème de rhinopneumonie, l'évolution également donc de ce foyer au cours du temps. L'organisation du RESP, donc il y a un collège scientifique qui regroupe des vétérinaires praticiens, des enseignants des écoles vétérinaires françaises et des écoles internationales, des professeurs d'université, des chercheurs, des biologistes, et qui permettent également donc à chaque fois de se poser des questions sur le bilan des sous-réseaux, sur l'avancée de projets de recherche, etc. Et il y a plus de 25 maladies équines qui sont regroupées dans 9 collèges syndromiques, l'idée étant vraiment d'améliorer les connaissances et la surveillance des maladies équines en France et dans les pays limitrophes. Donc aujourd'hui, le RESP, c'est ça, c'est donc ces 9 sous-réseaux, avec le premier qui est constitué donc du syndrome respiratoire aigu, qui permet de surveiller les maladies infectieuses respiratoires, comme la grippe, comme la rhinopneumonie avec l'herpès-virus de type 1 et 4, mais aussi des rhinovirus, l'adénovirus et la gourme, qui est maintenant systématiquement recherchée dans ce syndrome respiratoire aigu. Le syndrome neurologique, donc quand un cheval a des signes neurologiques avec recherche d'herpès virus de type 1 et West Nile virus. Le syndrome pyrolite qui permet de rechercher l'anémie infectieuse équine, West Nile, mais aussi la pyroplasmose, donc les agents de la pyroplasmose avec Babesia cabali, Tellera-Equi et l'anaplasmose. Les avortements, donc là encore une fois, herpès virus de type 1, artérite virale et leptospirose. Les maladies du poulain qui regroupent donc des maladies notamment de diarrhée du poulain avec rotavirus, coronavirus, salmonelle et Escherichia coli. Les maladies du pâturage qui ne sont pas des maladies infectieuses mais qui sont des maladies qui nécessitent, enfin qui sont liées à l'environnement et qui nécessitent donc également une surveillance parce que s'il y a des cas à un endroit, il peut y en avoir d'autres, notamment les cas de myopathie atypique et des cas de maladie de l'herbe. Un sous-réseau sur les anomalies génétiques, un sous-réseau sur la reproduction avec recherche des herpès-virus de type 3, l'anémie infectieuse, la métrite contagieuse et l'artérite virale. Et puis également ce qu'on appelle donc la prévention sanitaire qui va permettre de surveiller d'autres maladies éventuellement et surtout qui va permettre de gérer donc les cellules de crise. Le RESP, c'est donc quoi? C'est surveiller les maladies équines, c'est alerter les autorités sanitaires et les professionnels, c'est mettre en place des cellules de crise si c'est nécessaire, c'est collaborer avec un réseau de vétérinaires sentinelles, donc pour notamment collecter des données épidémiologiques que les vétérinaires vont avoir sur le terrain. C'est également soutenir la recherche sur les maladies équines et c'est former à la gestion du risque sanitaire et aux maladies. C'est aussi une communication. Donc, par exemple, des posters qui ont été faits pour le grand public sur les plantes toxiques pour les équidés et notamment savoir quelles zones sont à risque et quel type de plantes sont à risque.
C'est aussi une communication, notamment on a un partenariat avec Cheval Santé qui permet d'avoir une page dédiée au RESP et donc une communication sur un certain nombre de points pour le grand public là encore. Et puis ce sont des webconférences, notamment il y en a eu à l'automne sur les plantes toxiques dans les pâtures et l'organisation donc de rencontres tous les 2 ans, les rencontres du RESP, qui permettent de détailler un thème sur une journée. Donc en 2018, c'était les maladies du pâturage avec la myopathie atypique, la maladie de l'herbe, les intoxications, les dangers du pâturage. 2 ans auparavant, c'était les avortements, etc., etc. Il y a aussi des choses plus ludiques, puisqu'il y a des jeux qui ont été mis en place par le RESP, qui permettent donc de se poser des questions et de répondre évidemment à ces questions sur les différentes maladies, et puis des fiches maladies qui permettent de comprendre mieux ce qu'est la grippe, ce qu'est la rhinopneumonie, etc., etc. Et puis il y a aussi bien sûr, pardon, les réseaux sociaux qui vont permettre la communication avec Facebook, Twitter, etc. et qui permettent une communication sur ces réseaux sociaux. Et ça, c'est particulièrement important, puisqu'aujourd'hui, on a bien vu avec la crise de la rhinopneumonie, les choses sont parties avec énormément de communication sur les réseaux sociaux. Et si le RESP ne communique pas là aussi sur ces éléments-là, euh, il peut y avoir beaucoup de choses, on va dire, fausses qui peuvent circuler. Et il est important donc de donner de bonnes informations là aussi sur ces réseaux. Les enjeux de la surveillance et les outils disponibles pour y participer, donc ça c'est, on va dire, le futur. On sait que les chevaux sont les mammifères qui se déplacent le plus, hein, entre les chevaux de sport et les chevaux de course. Et ça augmente bien sûr avec le développement des sports équestres, mais aussi des courses. Donc il y a un risque élevé de diffusion de maladies contagieuses, parce que les chevaux vont à la fois circuler énormément en France, mais circuler énormément également à l'étranger. Les enjeux de la surveillance, donc, c'est enrichir les connaissances sur les maladies équines, c'est-à-dire ne pas oublier non plus certaines maladies qui pourraient ressurgir ou réapparaître, ou de nouvelles maladies éventuellement qui peuvent apparaître, diminuer les risques d'apparition de maladies et limiter les conséquences des maladies équines pour la filière, c'est-à-dire que si on prend l'exemple de la grippe en 2019, il y a eu des conséquences sur la santé des chevaux avec un certain nombre de chevaux qui sont morts, puisque la grippe peut tuer un certain nombre de chevaux qui sont plus faibles, et notamment des jeunes chevaux. Ça peut engendrer un certain nombre de séquelles à court, moyen ou long terme. Et surtout, il y a des répercussions économiques importantes puisque ça nécessite d'immobiliser les chevaux qui, pendant ce temps-là, ne vont pas être au travail à l'entraînement. Ça va nécessiter donc un certain nombre de coûts qui vont être dédiés donc aux soins de ces chevaux-là. Et puis bien sûr, il y a des répercussions économiques plus larges puisque quand le cheval est malade, il ne va pas courir ou il ne va pas aller faire des preuves sportives. Et donc là aussi, il y a des conséquences économiques de ce point de vue-là. Les enjeux de la surveillance, c'est également de surveiller les émergences et réémergences de maladies. Alors, on peut penser particulièrement à cause du réchauffement climatique, en fait, à la remontée d'un certain nombre de vecteurs qui vont transmettre des maladies, notamment comme des moustiques. Et on peut penser notamment à la peste équine qui sévit aujourd'hui en Afrique, mais qui est arrivée en Espagne au début des années 2000 et qui pourrait tout à fait ressurgir en Europe, dans le sud de l'Europe, voire en France un jour avec le réchauffement climatique. Donc ça, c'est très très important d'être extrêmement vigilant sur ces différentes maladies. Donc il y a une modification des aires de répartition des vecteurs, une modification des aires de répartition des maladies, et ça, le reste peut contribuer sur une surveillance internationale en collaboration avec d'autres réseaux à surveiller ça. Les enjeux de la surveillance, c'est également de mieux prévenir les maladies. Donc, si on les prévient mieux, on les traite moins. On peut aussi, donc, bien sûr, diminuer le recours aux antibiotiques quand on sait à quoi on a affaire. Si on a affaire à un virus, il n'y a aucune raison de mettre des antibiotiques. Et on sait aujourd'hui que la résistance aux antibiotiques, ça constitue une des plus graves menaces qui pèsent sur la santé mondiale, la sécurité alimentaire et le développement. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. Il y a également, bon, un petit aparté, une résistance aux antiparasitaires. Donc tout ça, toute cette surveillance permet en fait de mettre en place une espèce de, enfin pas une espèce, mais une médecine préventive qui permet effectivement là aussi d'améliorer, on va dire, les moindres traitements des animaux.
Donc, en cas d'épizootie et ou de crise sanitaire dans la filière équine, il y a des répercussions bien sûr directes sur la santé des chevaux, mais aussi économiques. On l'a vu hein, avec l'arrêt des courses et l'arrêt des compétitions, mais aussi des exportations, comme ça a été le cas pour la pyroplasmose en 2017. Il y a des répercussions également indirectes sur l'environnement. C'est le cas de toutes ces maladies du pâturage et notamment la myopathie atypique avec les platanes qui sont impliqués dans cette maladie. Et puis, bien sûr, la santé publique, puisqu'il y a certaines maladies qui sont également des zoonoses, donc qui sont transmissibles à l'homme. Et c'est le cas, par exemple, de la maladie du West Nile. Comment est-ce qu'on peut participer au RESP? On peut appliquer les bonnes pratiques sanitaires, c'est-à-dire un circuit de soins, isoler les nouveaux arrivants, mettre ces nouveaux arrivants en quarantaine, c'est-à-dire les isoler des autres pendant quelques temps avant de les mettre avec les autres dans l'écurie, suivi de la température, avoir une bonne couverture vaccinale. On s'est rendu compte dans les différentes crises que les chevaux étaient quand même assez bien vaccinés contre la grippe. Il y a à peu près 90% de la population française qui est bien vaccinée. Par contre, c'est complètement insuffisant pour la rhinopneumonie, puisqu'on a moins de 30% des chevaux qui sont vaccinés. Donc là aussi, même s'il n'y a pas d'obligation de vacciner, c'est très fortement recommandé et la couverture vaccinale aidera aussi à participer à ces bonnes pratiques sanitaires. Et puis la traçabilité, puisque aujourd'hui, bien sûr, tous les chevaux normalement sont censés être pucés, et on peut donc suivre effectivement au mieux ces chevaux pour savoir où ils vont et comment est-ce qu'ils ont pu éventuellement être confrontés à certains foyers ou transmettre des maladies. On peut participer aux déclarations, donc soit par le biais de son vétérinaire sentinelle, soit en déclarant soi-même avec l'outil Vigiresp dont j'ai déjà parlé précédemment, s'abonner aux alertes du RESP, se former aux bonnes pratiques sanitaires et communiquer sur ces différentes maladies. Voilà, donc c'est le bilan de ces 20 ans du RESP. Et je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions.